beaucoup. Bonjour à tous et tous et bienvenue à Julie Goffin qu'on est très content de pouvoir accueillir dans ce séminaire. L'histoire entre, entre Julie Goffin et l'IFJD ne date pas enfin, date quand même maintenant de longue date. Autant au Pays Basque qu'en Centrafrique, on collabore ensemble régulièrement et c'est toujours un grand plaisir pour nous. Julie Goffin, elle est avocate, notamment à la Cour pénale internationale, donc avec une grande spécialité sur le droit international pénal et notamment sur la question de la participation des victimes et de la réparation. Elle a notamment été directement impliquée dans les affaires Katanga et Alassane, et elle a bien sûr suivi l'affaire Jean-Pierre Bemba qui va être au cœur de nos travaux aujourd'hui. Donc en plus d'être déjà avocate à la Cour pénale internationale, ce qui est quand même une fonction extrêmement importante, Julie Goffin est également très impliquée au sein de l'Union internationale des avocats. Elle est notamment directrice adjointe de l'Institut Rule of Law au sein de l'UIA. Et elle est également secrétaire générale du bureau droits de l'homme du barreau de Bruxelles. Voilà donc pour toutes les précisions là concernant. Et donc aujourd'hui, on va avoir une séance, alors qui ne va pas être exclusivement dévolue à l'affaire Bemba, mais qui va partir de l'affaire Jean-Pierre Bemba. Donc pour l'Institut qui travaille beaucoup en République centrafricaine, l'arrêt Bemba, c'est évidemment un arrêt qui est extrêmement important. Il est important pour la jurisprudence de la Cour pénale internationale de manière générale, mais il a aussi été assez mal accueilli en Centrafrique lorsque l'arrêt d'appel a prononcé en fait l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour un certain nombre d'actes, les victimes ayant été justement impliquées dans un nombre très important, ayant été impliquées depuis plusieurs années dans cette affaire. Et effectivement, en arriver à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, qui est donc un des principaux chefs de guerre congolais, c'est toujours, c'est quand même, ça interroge quant au fonctionnement de la Cour pénale internationale, même si après le raisonnement juridique est ce qu'il est, mais la réception politique, sociale de cet arrêt a été vraiment compliquée. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a demandé à Julie Goffin de présenter cette affaire, de l'analyser avec vous, pour essayer aussi de voir comment cette justice internationale qui a été vraiment saluée et perçue comme un moyen de lutter contre l'impunité, parfois elle peut produire des effets qui vont complètement à l'encontre en fait de sa fonction et de son rôle tels qu'ils ont été initialement prévus. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, mais en tout cas merci beaucoup à tous et merci à Julie Goffin. Et puis bien sûr, Julie, la parole est à toi. Merci Magali. Donc le plaisir pour moi est vraiment partagé de participer à vos activités, d'être là aujourd'hui devant vous. Bonjour à toutes et à tous, en ligne et en présentiel. Alors oui, donc on va partir de l'affaire Bemba, mais je pense que c'est important peut-être de replacer ça tout dans le contexte de l'action de la CPI en général, la participation des victimes à la procédure, la question des réparations. Ça, c'est un cadre assez complexe, mais je voulais peut-être voir avec les présents déjà si la CPI, c'est quelque chose que vous connaissez un peu, et peut-être plus intéressant même dans le cadre du débat ici, quels sont les retours que vous avez de la CPI? Qu'est-ce que vous en percevez comme mécanisme de justice? S'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'avis, mais je serais intéressée de savoir un petit peu ce que vous en percevez, voilà, comme dans le contexte actuel, compte tenu de tous les conflits actuellement, est-ce que, ou plus généralement, quelle serait votre opinion sur la CPI? Il n'y a pas d'opinion particulière? Vous connaissez un peu quand même la CPI, vous avez une idée un petit peu du mandat, de la création? Un peu, ok. Ok, bon. Si, du coup, je peux lancer. Oui.
trouve que c'est, enfin, de ce que j'en connais et de sa création, il me semble que du coup, il y a des États qui ont signé et du coup qui peuvent être soumis au jugement de la CPI. Ouais. Et du coup, c'est ça qui rend aussi compliqué le processus parfois pour des pays qui n'ont pas forcément signé ça. Après, je pense que internationalement, il me semble que c'est quelque chose qui a une certaine reconnaissance, mais parfois peut-être plus symbolique, puisque encore une fois, on a des États qui sont dessus et qui ne sont pas obligés de se soumettre à la CPI et ni même de se soumettre au jugement de la CPI. Ok, oui, c'est ça. Donc, pour replacer un peu les choses d'un point de vue purement juridique, la CPI a été instituée par une convention. Donc, le statut de Rome, qui est la base de la CPI, c'est une convention. Évidemment, quand on parle de convention, on parle d'États membres et d'États non membres, et de toute la question de la coopération des États. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des problèmes de coopération de la part des États qui ne sont pas membres du statut de Rome, qui n'ont pas ratifié, donc il faut signer mais aussi ratifier un traité. Donc il y a évidemment un certain nombre d'États, et dans le cadre notamment évidemment du conflit israélo-palestinien, on sait, et avec la Russie et l'Ukraine, pareil, on sait qu'il y a des États évidemment qui n'ont pas ratifié le statut, qui sont des États qui sont extrêmement importants sur tout l'échiquier politique et qui évidemment posent des questions de compétences pour la CPI, mais ça n'empêche pas pour autant nécessairement qu'elle puisse se saisir en fait d'un certain nombre de crimes commis dans le cadre de ces conflits, que ce soit parce que l'Ukraine a fait une déclaration spécifique acceptant la compétence de la Cour, ou que ce soit parce que la situation palestinienne en fait est dans la compétence de la CPI, aussi parce que l'État palestinien a fait une acceptation, ce qu'on appelle un article 12 de compétence de la Cour, et qu'en plus il y a un certain nombre d'États qui ont référé la situation en Palestine. Mais donc, problème de compétence, effectivement, ou en tout cas de saisine quand il y a des situations qui impliquent un certain nombre d'États qui n'ont pas ratifié. Et puis même pour les États qui ont ratifié, il peut y avoir après des problèmes au niveau de la coopération, en fait. Puisqu'il y a toute une série de situations que vous allez rencontrer dans une situation, ce qu'on appelle une situation ou un dossier devant la Cour, dans lequel la coopération des États qui ont ratifié le statut sera nécessaire, et certains États qui ont ratifié le statut peuvent à un moment décider de ne plus du tout coopérer, que ce soit par exemple pour les enquêtes sur le terrain, ou que ce soit pour toute une série de choses. La CPI s'est saisie de la situation, par exemple, aux Philippines. Il y a eu une ouverture, en fait, d'une enquête par rapport à un certain nombre de crimes qui se sont commis sur le territoire palestinien, philippin, pardon. Mais les Philippines se sont retirées du statut de Rome. Ça veut dire que l'État a décidé à un moment de ne plus jouer le jeu. Ils se sont retirés du statut de Rome, et donc évidemment pour continuer pour le procureur à enquêter sur le territoire d'un État qui n'est même plus partie au traité qui fonde en fait la Cour, ça va évidemment être extrêmement compliqué. Donc il y a toute une série effectivement de situations dans lesquelles il y a des problèmes particuliers pour la Cour pour simplement exercer sa compétence et pouvoir simplement même pour le procureur mener des enquêtes qui pourraient aboutir à l'ouverture d'un certain nombre d'affaires et de dossiers. Donc ça, c'est déjà un aspect au niveau du fonctionnement de la Cour qui est évidemment très intéressant. C'est le propre de la Cour. On critique beaucoup, alors on peut la critiquer pour beaucoup de choses, mais on la critique aussi beaucoup en disant que c'est très politique, ça fonctionne de façon très politique, et que tout ça a un impact extrêmement négatif sur les procédures. Alors, la Cour, elle peut être saisie aussi par le Conseil de sécurité. Donc, par définition, évidemment, on a un élément politique. Moi, ma vision, elle est beaucoup plus, je dirais qu'elle est peut-être moins négative ou défaitiste. Elle est celle de dire que le droit international, par définition, comporte des éléments politiques, et c'est peut-être ce qui en fait évidemment l'intérêt. Et je pense que comme juriste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juristes parmi nous, que vous n'êtes pas tous juristes, et c'est justement la multidisciplinarité qui est intéressante, et en particulier, je trouve, quand on fait du droit international.
c'est qu'il y a évidemment toute une série d'aspects pluridisciplinaires qui viennent s'insérer dans le débat. C'est le cas évidemment des questions politiques, mais on le verra avec les victimes. Il y a aussi toute une série de questions évidemment socioculturelles, psychologiques, etc. Et donc médicaux qui viennent aussi participer au débat et qui sont, à mon avis, des questions sur lesquelles les juristes doivent absolument pouvoir s'ouvrir et réfléchir aussi sous ces aspects-là, sinon on perd évidemment toute une partie de la question. Une chose, si vous voulez réagir à un moment, m'interrompre, poser des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. C'est le but du jeu, c'est d'essayer aussi d'adapter l'exposé en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous interpelle. Alors, donc, ces pays, pour l'instant, donc il y a un certain nombre de situations qui sont ouvertes devant la Cour, avec un certain nombre de difficultés, je vais en évoquer quelques-unes. Voilà, la Cour a été saisie, par exemple, notamment, effectivement, de la situation dans l'État de Palestine, avec évidemment, là, rien qui bouge du côté du bureau du procureur. Sur l'Ukraine, c'est très compliqué aussi, parce que, de nouveau, difficulté, évidemment, à pouvoir exécuter les mandats d'arrêt à l'égard notamment de Vladimir Poutine. Et donc, on a une série de situations comme ça qui sont devant la Cour et qui sont en stand-by parce que, pratiquement parlant, on a du mal à pouvoir avancer. Alors, l'émission de mandat d'arrêt, c'est une chose, c'est relativement facile à faire, à exécuter, parce que le niveau de preuve n'est pas celui qui est requis au stade du procès, mais après, évidemment, l'exécution des mandats d'arrêt, c'est quelque chose de plus compliqué quand on n'a pas la coopération de l'État. Alors, il y a un certain nombre de dossiers qui se sont ouverts devant la Cour. Dans ces premiers dossiers, c'était la première situation qui s'est ouverte devant la Cour, c'était le Congo. Donc, la situation en République démocratique du Congo depuis 2002. Et donc là, vous avez un certain nombre de dossiers qui se sont ouverts. Il y a le dossier de Banga, Katanga, dans lequel j'interviens des confrères congolais, Taganda, et puis il y en a eu d'autres qui n'ont pas eu... qui ne sont pas allés très très loin dans le cadre de la procédure. Là, il y a un deuxième dossier Congo qui s'est ouvert sur renvoi de l'État congolais, qui est en stand-by pour l'instant. Alors, ça c'est, voilà, la RDC, le Congo, puis vous avez d'autres situations qui, au fil du temps, se sont ouvertes devant la Cour pénale internationale, soit parce que le procureur a décidé d'initiative d'enquêter sur des situations, soit parce que, en fait, des situations de violation massive, de commission massive de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ont été commises et qu'un État décide de renvoyer la situation sur son territoire. On a eu des renvois d'États relatifs à des crimes commis sur le territoire d'un autre État, ça c'est le cas du Venezuela. Mais donc, les premiers cas, c'était essentiellement des renvois par des États de situations relatives à des crimes commis sur leur territoire. Et puis, je vous ai dit, le procureur peut aussi, de sa propre initiative, ouvrir des situations parce qu'il décide de commencer à enquêter sur le territoire. Alors, le dossier Bemba n'a pas été connu par la Cour dans le cadre des différents dossiers congolais, bien que Bemba étant citoyen congolais, mais dans le cadre des différents dossiers qui se sont ouverts devant la Cour relativement à la République centrafricaine. Et alors, par rapport à la République centrafricaine, on a deux situations. On a ce qu'à la Cour on appelle RCA 1, qui est essentiellement le dossier Bemba, et puis RCA 2, qui englobe toute une série d'autres affaires qui se sont ouvertes devant la Cour pénale internationale relativement à des événements qui ont eu lieu 10 ans, à peu près 10 ans après les événements pour lesquels Bemba a été poursuivi, puisque Bemba, c'est des événements relatifs à 2002, essentiellement. Et ce qu'on appelle RCA2 sont des événements qui se sont produits en 2012-2013. Et donc, vous avez pour l'instant, dans le cadre encore de RCA2, donc République centrafricaine 2, il y a deux dossiers en fait qui sont pendants pour l'instant. Gaïsoma, Saïd et Mokom. Alors le troisième, je vais en parler aussi parce que c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans un cas
qui peut être un petit peu comparé à celui de Bemba, c'est-à-dire qu'à un moment, le dossier ne s'est pas poursuivi. Dans le cas de Mocom, ce n'était pas parce qu'il avait été acquitté, mais c'est parce qu'il n'a même pas passé le stade de la confirmation des charges, qui est vraiment le premier stade de la procédure devant la CPI, et que du coup, à l'image de ce qui s'est passé dans Bemba, évidemment, les victimes se sont retrouvées sans plus de possibilité d'avoir une décision effectivement portant en condamnation et éventuellement réparation. Alors, justement, du coup, dans toute cette configuration de situations et puis d'affaires qui s'ouvrent devant la CPI, donc avec un ou plusieurs accusés, quelle est la place des victimes? Alors, la CPI, et ça a été célébré comme une grande victoire par tous les diplomates qui étaient à Rome au moment de l'adoption du statut de Rome, donc du statut de la CPI, c'était de dire on a fait un pas en avant énormissime parce que les victimes sont parties à la procédure devant la Cour pénale internationale. Alors, il se trouve qu'en fait, elles ne sont pas parties, elles sont participantes. C'est une distinction de termes qui a un impact procédural extrêmement important, je vais l'expliquer. Mais donc, ça a été vu effectivement comme une victoire, notamment sous la pression d'un très grand nombre d'ONG qui étaient présentes à Rome. J'étais à Rome, effectivement, au moment de l'adoption du statut. C'était impressionnant. Il y avait une salle énorme remplie de toutes les ONG qui étaient là et qui ont travaillé très fort dans les couloirs, poussés sur la reconnaissance d'un certain nombre de choses dans ce statut de Rome, et notamment au niveau de la participation des victimes. Donc, grosse différence avec le précédent des tribunaux pénaux internationaux, donc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, où les victimes n'avaient pas voix au chapitre, en tout cas, ne pouvaient pas participer à la procédure. Donc, statut de Rome, CPI, les victimes peuvent être là, mais on ne leur reconnaît pas pour autant le statut de partie, c'est-à-dire dans un procès pénal, dans notre système romano-germanique, en tout cas en France, les parties sont, vous avez le procureur qui représente effectivement le ministère public, l'accusé, et alors les parties, ce qu'on appelle vraiment les parties civiles, un système de parties civiles. Devant la CPI, ce n'est pas un système de parties civiles. C'est-à-dire que les victimes ne sont pas parties au procès, elles sont participantes. Ce qui semble bizarre et qu'on a essayé de contester en fait au tout début des procédures dans Katanga en disant soit vous êtes parti, soit vous n'êtes pas parti. Mais inventer cette espèce de statut hybride de participants, c'est un peu contraire au principe de base du procès pénal. Mais en fait, ce que les rédacteurs du statut ont voulu essentiellement, c'est vraiment mettre les victimes dans un statut où aucun droit n'était acquis dès le début, et c'est au juge en fait de donner aux victimes chacun des droits procéduraux auxquels qu'elles réclament. En fait. Et si vous regardez le statut et le règlement de procédure et de preuve, qui sont donc les deux textes de base relativement effectivement à la Cour pénale internationale, vous allez voir que sur la participation des victimes, il y a très peu dans le texte. En fait. Et l'idée, c'était vraiment de laisser les juges construire petit à petit toute la jurisprudence sur la participation des victimes à la procédure. Et en fait, c'est très intéressant parce que si vous regardez le premier procès, le procès de Banga, il était présidé par un juge anglo-saxon, donc avec énormément de difficultés pour les avocats représentant les victimes dans la procédure, à se faire entendre, à faire reconnaître le droit, par exemple, d'assister à toutes les audiences, à faire reconnaître le droit de pouvoir répondre à toutes les observations des parties, à avoir même accès, en fait, au dossier, puisque tout est conservé de façon électronique, donc vous n'avez pas des documents en tant que tels, tout est dans un système informatique à la CPI. Et donc, même avoir accès aux documents confidentiels, par exemple, c'était extrêmement compliqué pour les avocats des victimes dans le tout début des procédures. Katanga, ça a été le deuxième dossier qui s'est ouvert à la CPI. Et là, on a eu la chance d'avoir un juge président qui est Bruno Cotte, qui est un juge français, qui était constitutionnel, je pense, avant. Et en tous les cas, qui a été extrêmement à l'écoute de la voix des victimes. Et qui nous a laissé vraiment participer à la procédure presque comme les parties. Je dirais qu'on avait vraiment accès à toutes les audiences, accès à tous les documents, etc.
même s'il a fallu le demander à chaque fois, ça n'allait pas de soi, il fallait le demander, il fallait le justifier. Mais on a vraiment eu la possibilité de participer très largement. Et la décision de condamnation reconnaît, et le juge Cotte l'a dit à plusieurs reprises, je reconnais l'apport des victimes en tant que tel, puisque le grand argument de la défense, et ça l'est encore aujourd'hui, contre systématiquement la participation des victimes, parce qu'encore aujourd'hui, X années après le début des travaux de la CPI, toutes les équipes de défense se battent contre la participation des victimes à la procédure, ce qui est de bonne guerre, je dirais, mais le gros argument, c'est de dire on a un deuxième procureur face à nous. On a deux, et la configuration de la salle d'audience fait qu'effectivement la défense se situe d'un côté, le procureur et les représentants des victimes sont de l'autre. Et donc la défense dit on a face à nous deux procureurs et ça n'est pas équitable. Et donc c'est là qu'évidemment c'est très intéressant pour les représentants des victimes de se démarquer de la position du procureur. Et par exemple, dans Katanga, on avait une thèse sur le déroulement des différents événements qui ont servi de contexte en fait au déroulement de l'attaque qui faisait l'objet des poursuites, qui était différente de celle du procureur. On peut avoir une volonté d'interroger certains témoins de façon différente du procureur. On peut vouloir mettre l'accent sur des choses complètement différentes de celles sur lesquelles le procureur veut insister. Donc c'est vraiment important en fait du côté des victimes de se démarquer du rôle du procureur, et de la même manière que c'est important pour le procureur de respecter les droits des victimes jusqu'au bout. Et j'en parlerai quand j'évoquerai donc la décision Mocom. C'est compliqué parfois, même de la part du procureur, d'avoir une acceptation de l'ensemble des droits des victimes en audience et de la place des victimes en audience. On a parfois vraiment des difficultés avec des procureurs qui peuvent être réticents en audience à nous laisser interroger certains de leurs témoins, ou le procureur qui peut avoir envie de limiter la possibilité pour les représentants légaux d'aller dans certaines directions avec certains témoins, etc. C'est parfois assez compliqué. En fait, la relation avec le procureur n'est pas nécessairement toujours facile, et elle est en tous les cas certainement pas automatiquement une relation d'alliés dans un même objectif. C'est vraiment très important d'arriver à faire la distinction des deux, et c'est important dans la perspective justement de la suite de la procédure. Parce que c'est important que les victimes et des représentants légaux qui ne soient pas le procureur, qui prennent en priorité absolue leurs intérêts à elles, indépendamment de ceux du procureur, et parce qu'après, pour toute la procédure de réparation, évidemment, ça peut avoir un impact aussi de vraiment faire la distinction avec les objectifs éventuellement qui sont ceux poursuivis par le procureur. Parfois, ça nous énerve énormément de voir tous les messages. Alors, c'est un peu moins le cas maintenant, mais c'est vrai que les victimes étaient très forts dans les messages du procureur. Pour les victimes, je décide d'ouvrir telle affaire, etc. On entend beaucoup parler des victimes dans tous les messages, dans toute la communication de la Cour et notamment du bureau du procureur. Mais en réalité, en fait, en pratique, dans les procédures, les victimes sont souvent les premières oubliées, y compris de la part du bureau du procureur. C'est vraiment important que ça se sache, mais aussi qu'on prenne l'ampleur de l'importance du travail qu'il y a à faire pour les avocats des victimes devant la Cour pénale internationale. Alors, comme je suis... Ah oui, j'ai une horloge en face, et c'est très très utile, parce que... Qui marche. Voilà. Oui, et en plus, qui fonctionne, c'est pas mal. Donc, pour avancer un petit peu sur la question, donc vous avez compris un peu le cadre pour la participation des victimes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas trop de temps. Mais donc, il y a un premier aspect, en fait, dans l'interaction entre la Cour et les victimes, qui est vraiment cette participation. Alors, cette participation, elle implique de passer par tout un système de remise de formulaires, d'acceptation par la Chambre, etc., qui en soi n'est pas hyper complexe, mais qui pose plutôt la question de savoir comment... Alors, dans un dossier comme Katanga, on avait 300 victimes, on a toujours 300 victimes, parce que le dossier n'est pas encore terminé. C'est relativement raisonnable. Mais par exemple, dans le dossier Alassane, qui est le deuxième dossier dans lequel j'interviens avec mes confrères maliens et congolais, on est à 3000 victimes pour l'instant. Donc, comment pratiquement 3000 victimes participent
à cette procédure. Et je voudrais quand même dire 2 mots de la participation, même si on est ici plus pour voir un peu la question des réparations dans l'affaire Bemba, parce que pour moi, la participation au procès est un mode de réparation et fait partie des différents types de réparation. Donc c'est d'autant plus important au vu de la façon dont la phase de réparation évolue maintenant dans la CPI, c'est préserver absolument cet aspect réparatif qu'est la participation des victimes à la procédure. Et évidemment, quand vous avez plusieurs milliers de victimes, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, en tant qu'avocats, de recueillir toutes leurs vues par rapport à un certain nombre de questions qui peuvent se poser en audience. C'est compliqué même pour les informer de ce qui se passe devant les juges, parce que ça c'est très important évidemment dans le mandat, c'est d'informer les victimes de ce qui se passe, parce qu'une fois qu'elles ont été admises à participer, il faut qu'elles puissent savoir ce qui se passe à la haie, de quoi la Cour a pu décider, ce que les juges peuvent poser comme question, etc. Et finalement, de toute la façon dont le procès est en train de se faire autour d'une vérité qui sera évidemment la vérité que veut présenter le bureau du procureur, et contre laquelle contre laquelle la défense va poser ses propres théories et ses propres hypothèses, mais les victimes peuvent avoir une vision complètement différente de ce qui s'est passé évidemment sur le terrain. Donc c'est important de garder cette interaction dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire amener les vues, les préoccupations des victimes en salle d'audience dans la mesure du possible, quand il y a des questions vraiment importantes qui se posent pour elles, et puis les informer dans l'autre sens de ce qui se passe en audience, parce que c'est évidemment extrêmement important, surtout par exemple comme au Mali dans l'affaire Alassane, où beaucoup des victimes qu'on représente sont aussi victimes dans des procédures nationales, où elles se sont portées partie civile. Donc, il y a tout ce travail de participation qui sera plus ou moins bien fait en fonction du contact que vous allez avoir avec les victimes. Au plus vous pouvez avoir de contact avec les victimes, au plus vous pouvez aller les voir sur le terrain, échanger avec elles, avoir de bonnes relations avec les intermédiaires. Au plus il y a d'échanges, évidemment, au meilleur, les victimes vont pouvoir s'approprier ce processus de procès et toute cette procédure et considérer qu'elles sont entendues, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui est important, et dans Katanga, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à restituer vraiment de façon, je pense, en tout cas, de ce qu'on entend des victimes extrêmement satisfaisante, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est fait dans une communication à double sens, dans toute la mesure de ce qui a été possible, avec quand même une certaine satisfaction des victimes. Donc ça, c'est déjà un aspect des choses, c'est ce qui s'est passé dans le dossier Bemba, puisque dans le dossier Bemba, il y avait plusieurs représentants légaux des victimes, donc qui ont fait un travail en allant sur le terrain, en informant, etc. Je ne me souviens plus du nombre de victimes qu'il y avait dans le dossier Bemba, mais je pense qu'il était extrêmement important. C'était un des premiers dossiers où on a eu un nombre de victimes vraiment extrêmement important. Et donc voilà, se passe tout le procès, la procédure en tant que telle, qui se divise essentiellement pour votre information et par rapport à ce que je vais dire après dans le deuxième dossier dont je vais parler, en d'abord une confirmation des charges, et une fois que les charges ont été confirmées, il y a le procès au fond en tant que tel. Une confirmation des charges, on a un niveau de preuve un peu plus léger que pendant le procès. C'est une phase très courte. En général, il y a maximum une semaine d'audience, pas très très souvent des présentations de témoins. Et puis une fois que les charges ont été confirmées, vous avez toute la procédure au fond qui va commencer avec des procès dans Katanga. Je crois que on était sur 5 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, comme tout ça coûte énormément d'argent et que la Cour, comme toutes les institutions internationales, n'arrive plus à avoir un financement suffisamment important des États, on décide de raccourcir les procédures pour que ça coûte moins cher, et donc les juges sont très forts à pousser pour avoir des décisions dans un temps plus limité, pousser pour avoir moins de témoins qui viennent comparaître, et essayer de compresser un petit peu ces procédures qui, effectivement, prennent énormément de temps, ce qui peut être aussi au détriment, évidemment, des victimes, parce que les réparations éventuelles peuvent arriver très très longtemps après les faits. Là, on termine les réparations, par exemple, en Katanga. 2024, on termine. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a plein de choses qui se passent, mais ça va être très vite public et ça va être intéressant parce qu'on aura vraiment un feedback sur un processus qui a donné, je pense, de très très bons résultats. Mais on est sur des faits qui se sont passés en 2003, en fait. Donc, je vous fais les
compte 20 ans. Donc, une fois qu'on est arrivé au bout de la procédure, vous avez une condamnation ou un acquittement. Donc, ça, c'est un petit peu les deux options. Et un processus de réparation pour les victimes qui ne s'ouvrira pas, donc avec vraiment une phase procédurale à part, qui ne s'ouvrira que si vous avez une condamnation. Acquittement, il n'y a pas de réparation pour les victimes qui sont liées au procès, d'accord, qui ont participé ou qui sont admises dans la phase de réparation en tant que telle. Puisque dans la phase de réparation, vous pouvez avoir des victimes qui n'ont pas eu l'occasion de participer au procès, mais qui vont être admises aux fins des réparations. Et donc tout ça suppose une condamnation. S'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de réparation. Alors, que s'est-il passé dans le dossier Bemba? Condamné en première instance pour un certain nombre de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, de meurtre notamment, de viol et pillage, sous un mode de responsabilité qui est un petit peu particulier, qui est celui du supérieur hiérarchique, qui est, donc, si vous regardez le statut de Rome, il y a les deux modes de responsabilité, donc article 25 ou article 28. Article 25, c'est toutes les personnes qui commettent les crimes de façon directe ou indirecte, donc auteur direct, ou toutes les formes de complicité ou de contribution que vous pouvez imaginer. Donc on a un déroulé des différents modes par lesquels une personne peut avoir contribué au crime. C'est l'article 25. Et puis vous avez ce qu'on appelle la responsabilité, article 28, qui est la responsabilité du supérieur hiérarchique, qui est donc pas celui qui aura commis le crime, que ce soit directement ou indirectement, mais qui est celui qui a des responsabilités, du fait de ses responsabilités, aurait dû intervenir pour prévenir ou punir la commission des crimes. Et donc, Jean-Pierre Bemba, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais il est poursuivi sur base de cette responsabilité du supérieur hiérarchique qui n'est pas intervenu alors qu'il a, donc, thèse du procureur, alors qu'il a été informé de la commission par ses troupes qu'il avait prêtées à l'un des belligérants en Centrafrique. Il est informé de la commission de crime par ses troupes, les troupes sur lesquelles il a en tout cas une responsabilité hiérarchique, et il n'a rien fait ni pour empêcher la continuation de la commission de crime, ni pour les punir. Donc en première instance, la chambre de première instance reconnaît qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été portés à sa connaissance et qui auraient dû conduire à un certain nombre de comportements de la part de Bemba pour prévenir la continuation de la commission de crime, pour les empêcher, et que, ne l'ayant pas fait, il est effectivement punissable sur base de cet article 28, responsabilité du supérieur hiérarchique. La défense, évidemment, fait appel. Et alors, ce qui se passe, c'est que je pense que même avant le jugement, et c'est quelque chose... Alors, il y a eu un effet refroidissement total sur cette pratique après Bemba, mais par exemple, dans Alassane, on est en attente du jugement et on est déjà contacté par le greffe comme représentant légaux des victimes pour commencer déjà à travailler très très fort sur la phase de réparation. Donc, je vous avoue que comme avocat des victimes, on est un peu dans un entre-deux au vu de ce qui s'est passé dans Bemba, je vais expliquer. Mais il y a quand même une pression pour essayer de faire en sorte que, avant même la condamnation ou sa confirmation en appel, on commence à travailler déjà sur les réparations. Alors donc, pour revenir à Bemba, en appel, il s'est fait acquitter au terme d'une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été extrêmement polémique, qui en plus a été rendue à la majorité des juges, c'est-à-dire que dans le système de la CPI, vous avez la possibilité d'avoir des opinions dissidentes. Donc sur les 5 juges, 3 étaient d'accord et 2 ont rendu une opinion dissidente en disant qu'ils considéraient que la décision de première instance condamnant Jean-Pierre Bemba aurait dû être confirmée. Ils étaient donc opposés à l'acquittement. 3 des juges acquittent pour des raisons un petit peu techniques. Je vais juste en aborder une, qui est que les 3 juges qui ont conclu au fait qu'il devait être acquitté ont considéré qu'en réalité Bemba n'avait pas
que la Chambre n'avait pas suffisamment pris en compte les éléments factuels relatifs à Bemba et qu'elle n'aurait pas dû conclure qu'il aurait dû prendre des mesures pour empêcher, qu'il n'avait pas les moyens d'empêcher les crimes et que, en fait, compte tenu des informations qu'il avait à sa disposition et de ce qu'il a fait, notamment en écrivant aux autorités centrafricaines, on ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir pas fait le nécessaire pour essayer d'empêcher les crimes. C'est une décision assez technique, il y a toute une discussion aussi sur les faits pour lesquels il a été condamné, qui auraient été plus larges en fait que ceux pour lesquels il y avait eu une confirmation des charges. Donc on reproche aussi à la Chambre de première instance d'avoir un peu, comment on dirait en droit interne, statué ultra petita, c'est-à-dire qu'elle aurait retenu des faits pour fonder la condamnation qui n'auraient pas été les faits qui avaient été retenus au stade antérieur, en fait, au stade de la condamnation, de la confirmation des charges, ce qui évidemment pose des questions au regard des droits de la défense. Mais donc, évidemment, pour les victimes dont les représentants légaux avaient commencé déjà à travailler sur toute la phase de réparation, c'est évidemment le tremblement de terre absolu. C'est le tremblement de terre absolu, il est acquitté, donc plus de réparation. Plus de réparation. Alors, est-ce qu'en pratique, ça a changé? Et je vais parler un peu aussi sous l'éclairage de la dernière décision qui a été rendue en matière de réparation, qui est la décision de Gwen. Est-ce que les choses auraient nécessairement été différentes du point de vue des réparations simplement, hein? Donc, puisque pour moi, avec l'acquittement, il y a évidemment deux questions qui se posent. C'est le choc d'entendre que Jean-Pierre Bemba n'est pas coupable. Et je pense que ça, c'était évidemment absolument inaudible pour les victimes, compte tenu de la masse des crimes qui ont été commis par ces troupes en République centrafricaine. L'entendre acquitté, c'était évidemment quelque chose probablement vraiment d'extrêmement traumatisant pour un certain nombre de victimes. Et puis alors à côté, il y a la question des réparations. Donc sur le premier point, ça je pense qu'effectivement, là il y a quelque chose qui, certainement jusqu'à aujourd'hui, puisque la décision d'acquittement date de 2018, je suis sûre que sur le terrain, Magali et toutes les personnes qui travaillent encore à Bangui, la dernière fois que je suis allée à Bangui, c'était il y a déjà 2 ans, je pense. Je suis allée quand même un certain nombre de fois et en entendant encore parler, donc ça reste évidemment. Alors, Bemba, il est maintenant vice-président en RDC, donc évidemment, en plus, on a quelqu'un qui a réintégré la vie politique, alors pas en RCA, en RDC, mais ça n'empêche qu'évidemment, ça rajoute au sentiment d'impunité, de frustration et de traumatisme des victimes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très très dur. Et évidemment, le réflexe, comme avocat, c'est de dire complémentarité, puisque la Cour, j'en ai pas parlé, mais la Cour n'est censée intervenir qu'en complément des juridictions nationales. Donc normalement, c'est toujours les juridictions nationales qui sont les premières compétentes, et ce n'est que si elles n'ont pas la volonté ou les moyens de poursuivre, que la CPI, à ce moment-là, se saisit d'un dossier. Donc voilà, recours aux juridictions nationales qui sont en théorie les premières compétentes, avec en plus en RCA un mécanisme spécifique avec les chambres pénales spéciales, qui est une juridiction hybride, qui évidemment est extrêmement intéressant pour les juristes et plus les mécanismes de justice transitionnelle. Donc en RCA, il y a potentiellement un certain nombre de mécanismes dont on pourrait peut-être espérer qu'ils compensent la frustration des victimes. Sur le terrain, évidemment, c'est autre chose et c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, il y a ce premier volet qui est évidemment, voilà, comment est-ce qu'on essaye de préparer le fait que Bemba a été reconnu, a été en tout cas acquitté des crimes dont il a été poursuivi, malgré l'évidence des crimes de masse commis par ces troupes. Après, il y a l'autre volet qui est le volet réparation. Et là, je dois rentrer dans une petite explication sur la mise en œuvre des réparations.
les réparations sont, puisque, alors évidemment, en plus c'est pas le cas de Bemba, mais la plupart des personnes, enfin en tout cas toutes les personnes qui ont été condamnées par la Cour pénale internationale ont été déclarées indigentes. C'est-à-dire que quand vous avez des réparations après condamnation qui s'élèvent à des millions d'euros, aucun des condamnés par la Cour n'a les moyens évidemment d'exécuter ces réparations. Et donc, en parallèle de tout le système de la Cour, du statut de la Cour et de ses différents organes, vous avez le fonds, ce qu'on appelle le fonds au profit des victimes, qui n'est pas un organe de la Cour, qui a été créé par l'Assemblée des États partis au statut de Rome, donc l'ensemble des États qui sont partis au statut de Rome, ont créé ce fonds. Et le mandat de ce fonds, il est double. Il est, donc vous l'aurez compris, d'un côté de financer les réparations lorsque vous avez une condamnation, processus de réparation, qui sera mis en œuvre, donc c'est-à-dire vraiment opéré sur le terrain, mais aussi financé par le fonds au profit des victimes. Et puis ce fonds au profit des victimes a un autre mandat qui est le mandat d'assistance, c'est-à-dire que dans toutes les situations qui se sont ouvertes devant la Cour, donc RDC, RCA, Ouganda, Ukraine, Géorgie, et donc toutes les situations dont a à connaître la Cour, le fonds au profit des victimes intervient. Alors, il n'intervient pas dans toutes les situations, mais dans toutes les situations actuellement, je pense, mais potentiellement dans toutes les situations. Il intervient avec ce qu'on appelle son mandat d'assistance, comme une espèce de méga ONG, plateforme d'ONG. Donc, le fonds met en œuvre toute une série de programmes d'assistance pour toutes les victimes qui sont concernées, là, non pas par un dossier, donc par un dossier relatif à des crimes commis par un accusé, mais par toutes les victimes de la situation. Par exemple, au Congo, par toutes les victimes qui peuvent être concernées au Congo, indépendamment des condamnations qui ont pu intervenir à l'égard de Katanga ou Takanda. Et donc, ce qui s'est passé quand il y a eu l'acquittement, en appel de Jean-Pierre Bemba, la chambre probablement de réparation, est-ce que c'était la chambre qui était déjà constituée en réparation, mais en tout cas c'est une chambre de première instance, probablement tout autant sous le choc de l'acquittement que beaucoup de personnes même à la Cour, a pris une décision en disant deux choses. L'acquittement ne veut pas dire non-reconnaissance de tous les faits qui ont été débattus et on reconnaît la souffrance des victimes, l'existence des victimes et leur souffrance. Je pense que c'était important de faire la part des choses. Et on invite le fonds au profit des victimes, puisque ce fonds ne peut pas mettre en œuvre des réparations, à activer son mandat d'assistance, donc l'autre mandat. Et effectivement, le fonds au profit des victimes, du coup, a activé son mandat d'assistance et a mis en place un certain nombre de programmes en Centrafrique sous le couvert de son mandat d'assistance. Alors j'ai ici, et vous pouvez le trouver sur le site du Fonds au profit des victimes, le détail de tous les programmes de soutien qui ont été mis en œuvre par le fonds. Sur papier, ça a l'air fantastique. Je pense qu'en pratique, malheureusement, et ça, Magali pourra peut-être l'expliquer mieux que moi, je pense qu'en pratique, ça n'est pas aussi facile que ça. Je note qu'ils indiquent qu'il y a un certain nombre de victimes qui continuent à se présenter auprès des partenaires, donc qui mettent en œuvre, puisque le fonds n'intervient jamais directement, en fait, ils ont des sous-traitants, ils interviennent par différentes ONG qui sont présentes sur place, qu'il y a toujours un certain nombre de victimes, évidemment, qui continuent à se présenter, mais que leurs moyens, évidemment, sont limités. Alors, est-ce que s'il y avait eu une condamnation avec des réparations, donc si on met de côté évidemment tout l'aspect traumatisant du fait de l'acquittement et du fait que Bemba finalement n'a pas été reconnu coupable des crimes de masse commis, je ne suis pas certain qu'un programme de réparation en tant que tel aurait pu mieux couvrir, c'est-à-dire que probablement qu'en termes de fonds et de mise à disposition des différents programmes de réparation par le fonds au profit des victimes, ça n'aurait peut-être pas nécessairement été beaucoup plus important en termes de nombre de victimes couvertes ou d'efficacité que ce qui est mis en œuvre au niveau du programme d'assistance, en fait.
parce que je pense que justement, du fait du programme d'assistance, le fonds a essayé d'englober évidemment les victimes potentielles des réparations, en fait, les victimes qui étaient touchées par le procès en tant que tel. Voilà, mais ça n'empêche qu'évidemment, bon, il y a évidemment un trou du fait des réparations, mais d'un point de vue simplement des programmes, des projets et de la masse des fonds disponibilisés, probablement que s'il y avait eu un programme de réparation en tant que tel mis en œuvre par le fonds, le programme d'assistance aurait été amputé d'autant, possiblement en République centrafricaine. Voilà, c'est évidemment, comme je ne sais pas, une réponse au premier aspect de l'acquittement. Donc voilà, quant à voir évidemment sur place comment les victimes évaluent tout ça, c'est extrêmement compliqué, je pense, parce que parfois c'est compliqué pour les victimes aussi, et ça on le voit très très fort dans le dossier Alassane, de voir quand les victimes qui sont bénéficiaires de soutien sous différentes formes, hein, ça peut être le soutien scolaire, ça peut être donc une aide pour les enfants à l'école, ça peut être un soutien sous forme de ce qu'on appelle activité génératrice de revenus, donc aider les victimes à relancer une activité économique. Ça peut être un soutien psychologique, évidemment, enfin un soutien psychologique est prévu de toute façon dans tous les cas évidemment extrêmement important, ça peut être un soutien au logement. Et donc, dans le dossier Alassane, par exemple, on est en train de commencer à préparer les réparations alors qu'on n'a pas encore de décision sur la condamnation au l'acquittement. Les victimes qui sont nos clients, déjà, parfois, ont du mal à faire la distinction entre les procédures nationales, les procédures d'assistance, les procédures de la CPI. Donc, parfois, en fait, ils disent « Ah, mais en fait, j'ai reçu des sacs de riz, etc. Je pensais que c'était la CPI. » Et on leur dit « Mais non, il n'y a pas encore eu de décision, il n'y a pas encore eu de condamnation, on ne sait même pas s'il y aura une condamnation, il n'y aura peut-être pas de condamnation. Donc, les sacs de riz que vous avez reçus, c'est dans le cadre de tel autre programme, tel autre programme. » En plus, ils ont, comme j'ai dit, des procédures nationales. Donc, tout ça, dans l'esprit des victimes, parfois, est compliqué. Moi, personnellement, j'ai l'idée que c'est important qu'elles sachent à quoi correspond quoi, parce que c'est important aussi, quand on reçoit, par exemple, des sacs de riz ou une moto, comme on l'a fait, ou une vache, comme on l'a fait dans Katanga, de savoir que c'est une décision des juges qui a reconnu que c'est en réparation de ce qui s'est passé à Bogoro le 24 février 2003 spécifiquement, et que c'est une procédure à laquelle elles ont pu participer par leurs avocats, et que ce qu'elles ont reçu, par exemple, la maison qui a été construite par l'ONG, c'est dans le cadre d'un autre projet. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Évidemment, ça implique une connexion, une interaction entre tous les acteurs du terrain, ce qui, on le sait, est extrêmement, extrêmement complexe, et ça fait partie aussi des challenges auxquels, comme avocat des victimes, on est confronté. Tout ça, c'est aussi pour moi tout ce qu'on appelle la prise de pouvoir par les victimes de leur propre, de la façon dont elles s'approprient vraiment tout le mécanisme de réparation, et de la façon dont elles arrivent à faire entendre leur voix, qui est quelque chose qu'on a réussi à faire dans Katanga, c'est-à-dire qu'on a réussi vraiment à faire en sorte que les juges adoptent des réparations qui sont parties des victimes. Et donc, quand les victimes savent exactement d'où vient ce qu'elles reçoivent, elles sont peut-être plus en mesure aussi, le jour où effectivement il y a des processus de réparation sur base d'une décision de la CPI, de dire exactement ce qui serait utile pour elles comme réparation. Puisque l'idée, c'est pas de restituer une maison à la victime qui a perdu sa maison, c'est de créer des réparations qui ont un sens pour elles, qui soient effectives, qui les aident à redémarrer leur vie, à repartir, à envoyer leurs enfants à l'école, qui soient effectives pour qu'elles puissent reprendre leur vie ou continuer leur vie, et pas nécessairement la restitution au sens vraiment strict du terme. J'ai 5 minutes pour aborder un autre... Vous avez encore un petit peu de temps. Oui, parce qu'on a 2 heures de séminaire. Ok. Détailler encore. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, la configuration de ce qui s'est passé dans le Bamba, les challenges, comme on dit, sur le terrain par rapport aux victimes. Et la Centrafrique, de nouveau, c'est un contexte extrêmement intéressant. Enfin, moi, comme juriste, évidemment, ça me passionne parce qu'on a plein de mécanismes de justice en parallèle. Même si en pratique,
c'est compliqué, mais je reste toujours hyper optimiste et surtout, je crois vraiment à l'intérêt de vraiment travailler sur les processus nationaux parce que c'est ça qui est important et garder en tête que la CPI, elle doit venir en complément, c'est vraiment extrêmement important. Mais alors, juste pour, avant peut-être d'aborder des considérations, peut-être pour conclure plus général sur les réparations à l'égard des victimes, aborder un autre dossier, qui est le dossier MOCOM en République centrafricaine aussi, et qui a connu un développement assez récent, pour dire que la Centrafrique, malheureusement, sur les dossiers, c'est pas une grande réussite du bureau du procureur. Donc dans le dossier MOCOM qui est RCA2, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un RCA1, un RCA2. RCA2, c'est par rapport à des événements plus récents, enfin par rapport à RCA1, mais pas dans l'absolu, puisque c'est 2012. Et là, il y a 2 dossiers qui sont en cours de procès, et puis il y a ce 3e dossier dans lequel le procureur a, en octobre dernier, décidé d'abandonner les charges. Donc, le dossier s'engageait vers une confirmation des charges et un procès, et sans même avertir les victimes, voilà, le procureur, en fait, a indiqué à un moment qu'il y avait des problèmes avec des témoins qui n'étaient plus disponibles, sans trop de détails, et donc a décidé d'abandonner les charges. Alors, je pense qu'il y avait plus de 700... je crois qu'il y avait plus de 700 victimes déjà qui étaient constituées dans le dossier. Et donc, ça veut dire que pour ces victimes aussi, ben, tout s'arrête là. Tout s'arrête là. Donc, pas évidemment de possibilité d'obtenir une condamnation, puisque arrêt des charges. Les avocats des victimes ont soumis une requête à la Chambre en demandant effectivement que du coup, le Fonds au profit des victimes active son mandat d'assistance par rapport à ces victimes-là, en insistant évidemment sur le côté extrêmement choquant pour les victimes de cet arrêt complet de la procédure sans même que le procureur évidemment en ait informé ou même pris leur avis en amont. Et donc voilà, c'est aussi c'est un autre dossier effectivement dans lequel voilà, vous avez en tout cas 700 victimes dont on espère qu'elles pourront trouver une compensation éventuellement dans le mandat d'assistance du Fonds au profit des victimes. À voir. Alors, peut-être pour essayer de donner une vision un peu plus générale du processus de réparation à la Cour, parce qu'en fait, il est en pleine évolution. C'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire que moi, comme avocate, je suis partie de l'idée que c'était important que les réparations visent celles qu'on fait rentrer après aux fins des réparations, mais qui est vraiment un lien clair entre la condamnation et la façon dont les réparations sont octroyées. Alors ce lien, il est toujours là, mais en fait, au fur et à mesure des décisions, il y a eu des évolutions dans la façon dont les réparations étaient conçues, à la fois dans l'articulation entre réparation individuelle et réparation collective, et dans le champ des victimes qu'on a voulu inclure dans les réparations. Alors, 2 choses, c'est qu'il y a cette espèce d'opposition depuis le début du travail de la Cour sur la réparation entre les réparations individuelles et collectives, qui est en fait un peu factice, parce que vous pouvez avoir des réparations collectives avec un effet individuel. Réparations individuelles, c'est les réparations qui vont s'adresser à chacun des individus en propre. Et par exemple, dans Katanga, alors c'était plus symbolique, c'est pas vraiment une réparation individuelle, mais moi je la vois comme une réparation individuelle. Vous avez eu $250 octroyés à chacune des victimes qui avaient participé à la procédure, plus celles dont on a pu aller chercher les formulaires sur le terrain pour les introduire dans la phase de réparation. Donc, à peu près 300 €. Donc, chacune a reçu $250 comme réparation du fait de l'attaque, en fait, symbolique du fait de l'attaque et du préjudice subi. Et puis, en fait, ce qu'on avait défendu, c'était des réparations collectives, mais en fait, parce qu'on a dit soutien scolaire, soutien au logement, soutien à activité rémunératrice de revenus,
Mais en fait, comme chacun de ces soutiens ont été octroyés au final à des individus, finalement, c'est devenu des réparations individuelles. C'est-à-dire qu'on est allé voir les victimes, on leur a demandé quels étaient les enfants qu'ils voulaient envoyer à l'école. Ils ont désigné les enfants qu'ils voulaient envoyer à l'école. Ceux qui avaient demandé à bénéficier d'un soutien pour redémarrer une activité économique, il y en a qui ont demandé une moto, il y en a qui ont demandé des vaches, il y en a qui ont demandé des sacs de riz, tout à l'heure. Et donc, au final, c'est des réparations collectives, mais qu'on a réussi à faire avec quand même un aspect individuel qui était évidemment beaucoup plus intéressant pour les victimes qu'on représentait. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a toute la question de la réparation à la communauté et la réparation aux victimes directes et indirectes. Donc, dès le début, il était clair que sont victimes éligibles aux réparations les victimes directes et les victimes indirectes, c'est-à-dire les victimes qui ont subi un préjudice de façon directe, par exemple l'enfant soldat qui a été enrôlé de force, victime directe. Victime indirecte, ses parents qui ont vu leur enfant, évidemment, enrôlé de force et qui ont subi de ce fait un préjudice. Victime directe de violence sexuelle, la femme qui a été mariée de force, violée, tenue en esclavage sexuel, victime indirecte, toute la famille, voire éventuellement les témoins qui ont pu assister à un certain nombre de choses. Donc à partir du moment où vous incluez toutes les victimes indirectes, évidemment, vous touchez à un champ de victimes extraordinairement large. Alors, je ne vais pas parler du transgénérationnel parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi un champ de victimes, évidemment, potentiellement très très large. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui peuvent ne même pas avoir été nés ni même conçus au moment des événements qui ont donné lieu à l'attaque, mais qui vont naître après avec un traumatisme des parents qui leur aura été transmis. Ce traumatisme-là, qui est rentré à la cour par l'affaire Katanga, par un professeur qu'on avait identifié et qui nous en a fait part, il est reconnu maintenant dans tous les dossiers à la CPI. Ça veut dire que, en fait, si vous prenez la dernière ordonnance en réparation, qui date du 28 février dans l'affaire Nguyen, vous avez un total de 49 000 victimes potentielles. Donc, Nguyen, c'est situation ougandaise. C'est un ancien lieutenant de CONI, donc cette milice appelée le Lord Resistance Army, qui a commis des exactions sur le territoire de l'Ouganda et pendant un très très grand nombre d'années. Et Nguyen, alors c'est un des cas, si les dossiers, si ça vous intéresse un peu, allez regarder le cas Nguyen parce que c'est assez passionnant. C'est un enfant soldat, c'est quelqu'un qui s'est fait enlever alors qu'il avait 9 ans, qui a été recruté comme enfant soldat dans l'armée de résistance du Seigneur, et puis qui s'est retrouvé lui-même chef, en fait, d'une des subdivisions du LRA, et qui lui-même a commis le crime d'enrôlement de force d'enfants, toute une série de violences sexuelles, etc. Donc, du statut de victime, il est passé au statut d'auteur, et un des arguments de la défense, justement, c'était de dire qu'il était resté victime, parce que, du fait de ce qu'il avait subi quand il avait été enrôlé de force, il était resté dans un état mental, dans une forme de contrainte qu'il avait contraint à commettre les actes qui ont donné lieu aux poursuites dont il a fait l'objet. Ça n'a pas été accepté par les juges qui ont rejeté cette thèse-là. Mais donc, et alors, autre élément déterminant dans Nguyen, c'est qu'il y a quand même 61 chefs d'accusation, confirmation, condamnation sur tous les chefs d'accusation. Et donc, sur des éléments qui, en fait, factuellement, sont assez limités parce que je pense on est sur des attaques en 2003-2004, pardon. Donc octobre 2003, avril 2004, mai 2004, juin 2004. Donc on est sur un cadre temporel assez limité. Et en fait, avec l'inclusion de toutes les victimes indirectes, les juges ont considéré que sous réserve de confirmation, et ils posent les critères pour aller déterminer, en fait, vraiment définir tout le champ de victimes, on aurait 49 772 individus, 772 individus, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à un nombre aussi précis, de victimes potentielles avec un montant des réparations de 52 millions d'euros.
qui est un argent, qui est un montant en fait qui devra sortir des poches du fonds de profit des victimes, puisque je vous ai dit condamnation, Angwen indigent, donc fonds au profit des victimes qui doit mettre en œuvre et financer ces réparations de 52 millions. Alors, en parlant de frustration des victimes dans l'affaire Benba, je pense que ça va être très, très compliqué, parce qu'il est évident que le fonds n'a pas 52 millions pour l'instant dans les caisses. Que face à ça, la Chambre a mis en place un processus en disant on commence par l'attribution de 750. Alors, est-ce que c'est des dollars ou des euros? C'est des euros. 750 € à chaque victime éligible, avec tout de suite un processus pour aller voir quelles sont toutes les victimes éligibles. Et après, on met en place un processus de réparation communautaire. Ça veut dire qu'en dehors de ces 750 €, c'est tout un processus de réparation qui s'adresse. Alors, on n'est même plus dans de l'individuel ou du collectif, on est carrément au niveau de la communauté. Donc, on est sur 15 millions de programmes de réhabilitation au niveau de toute la communauté. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez un champ de victimes qui vont tomber sous ce programme de réparation qui ne sera pas nécessairement complètement lié vraiment aux charges et aux victimes qui auront vécu les crimes commis par Angwen, si ce n'est comme victime indirecte, mais avec un lien qui peut éventuellement, dans certains cas, potentiellement se révéler assez distendu. Ça va dépendre un peu de la façon dont les critères d'éligibilité sont définis sur le terrain. Et donc, on a finalement, avec 52 millions, des programmes qui s'approchent quand même assez bien de ce que le fonds peut mettre en place dans le cadre de son autre mandat, qui est le mandat d'assistance. En fait. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Je dirais que tant que ça peut profiter aux victimes, c'est évidemment très bien. L'autre chose, c'est que nous, comme avocats, on est évidemment un peu coincés sur le fait que quand vous avez une enveloppe, au plus vous faites rentrer de gens dans l'enveloppe, au moins la réparation à un niveau individuel est importante. Et donc, alors dans le cas d'Angwen, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais c'est vrai que dans Alassane, par exemple, c'est un peu la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on nous pousse à aller chercher beaucoup plus de victimes, à aller sur le terrain, identifier plus de victimes, sauf que moi, les victimes, et avec mes confrères, les victimes qu'on a représentées jusque-là, avec qui on a eu des échanges et qu'on a représentées pendant la procédure, mon intérêt, c'est pas nécessairement de faire réduire jusqu'à quasiment rien l'enveloppe qu'on espère pouvoir avoir à la fin du processus. D'un autre côté, c'est pour faire rentrer plus de victimes dans le processus de réparation. Donc ça fait partie des situations dans lesquelles on est pris entre deux, je sais pas ce qu'il faut dire, entre deux feux, entre deux contraintes, entre deux intérêts qui sont pas nécessairement faciles à combiner. On verra si dans les dossiers à venir, on reste sur... Alors, en même temps, voilà, 750 dans le contexte ougandais par victime, ça représente quand même un montant important. Je pense que le fonds au profit des victimes va avoir l'idée, ils ont essayé de le faire dans Katanga, on a réussi à l'éviter, mais c'est possible que là, ils essayent quand même de le faire, c'est de monitorer la remise de cet argent à chacune des victimes pour voir comment les victimes vont utiliser ces 750 €. Bon, à voir. Mais je pense que dans le Gouane aussi, on peut attendre des victimes, pas mal de désillusions, ça va être très très compliqué. Je pense que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Au vu de l'importance des victimes, là maintenant la Chambre a dit, vous commencez au plus vite à donner les 750 à toutes les victimes qu'on arrivera à identifier. Et comme il y a énormément de victimes, il y en a 49 000, vous commencez par les victimes les plus vulnérables. Mais dans une telle situation, toutes les victimes sont vulnérables, alors je suppose qu'ils visent les enfants essentiellement, les victimes de violences sexuelles, et donc il y a un système de priorisation parmi les victimes pour aller viser les victimes, et alors un certain nombre de victimes qui sont dans des conditions de survie en fait, et d'aller viser en priorité ces victimes-là pour essayer au plus vite de mettre en œuvre les réparations. Et donc on rentre vraiment dans un processus qui en fait est une sorte de processus de niveau, de méga ONG. Donc le fonds va probablement
commencé à contacter toute une série d'intermédiaires pour mettre en œuvre ces différents programmes auprès des victimes. Voilà. Alors le fonds, à mon avis, ils doivent, voilà, il faut qu'ils arrivent à réunir un montant de 52 millions, pardon, d'euros. Il y a eu un appel aux États, puisque oui, c'est ça, je l'ai pas dit, mais le fonds est financé essentiellement par les États. Et donc il y a eu un appel, évidemment, il va falloir que les États derrière fassent le suivi, parce que si le fonds n'a pas les moyens de mettre en œuvre ces programmes, mais on est parti probablement sur un certain nombre d'années. Je pense que c'est évoqué dans l'ordonnance, mais voilà. Oui, parce qu'il y a évidemment le facteur temps, c'est aussi un élément important des réparations. C'est comment, entre l'ordonnance de réparation, Katanga, c'était 2017, l'ordonnance de réparation, on arrive à la fin des réparations. Et donc, quand vous avez des réparations qui prennent 5, 6, 7 ans, évidemment, c'est très compliqué. Hein. Les besoins des victimes peuvent avoir changé entre-temps. Nous, on a plein de clients qui sont décédés, par ailleurs, entre-temps. Donc, ça revient aux éléments. Les besoins peuvent avoir changé. La situation sécuritaire fait que, voilà, parfois, il n'y a plus moyen. Il y a des clients, des victimes qu'on n'arrive plus à contacter. Bon, enfin, voilà, il y a le facteur temps, évidemment, est aussi un élément qui est extrêmement problématique quand effectivement, les réparations arrivent plusieurs années après l'ordonnance de réparation. C'est aussi un facteur de frustration qui peut être évidemment extrêmement important, en particulier dans toutes ces situations dont à connaître la Cour, qui sont des situations où évidemment le conflit ne s'est pas arrêté du jour où on a adopté une ordonnance de réparation. Au contraire, si on voit les du Congo, ça ne fait qu'empirer. Je ne pense pas qu'en RCA ce soit mieux. Et donc, en fait, vous avez des victimes qui continuent à vivre dans des situations de conflit, qui attendent une réparation. Tout ça, évidemment, rend les choses encore plus complexes, encore plus troubles, encore plus source de frustration pour les victimes. Voilà. Peut-être que je peux m'arrêter là et je serais super contente d'avoir des questions. Merci beaucoup pour votre intervention et pour avoir plongé dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale et de la question de ces réparations. Je vais peut-être me lancer avec une première question sur le déroulé des audiences. En fait, les seules que j'ai regardées, moi, c'était sur la demande en mesure conservatoire de l'Ukraine, essentiellement, il y a 2 ans. Et donc, je me demandais comment ces audiences pour l'affaire Bemba ou d'autres se déroulaient. Est-ce qu'on a des témoins de contexte d'abord? Est-ce qu'ensuite on a les témoins des faits? Est-ce que vous pourriez peut-être... Est-ce qu'elles sont retransmises en ligne, disponibles? Enfin, voilà. Ok, oui. Donc, le déroulement de la procédure, je vous ai dit, il y a confirmation des charges et puis il y a le procès. Et donc, on est dans une procédure criminelle, donc c'est au procureur de prouver son cas, d'amener son dossier, de prouver son dossier. Donc, le procureur commence avec ses témoins. La défense, enfin, les représentants légaux des victimes après, avec leurs témoins victimes. Si les avocats des victimes, qui sont donc pas appelés conseils comme à la défense, mais qui sont appelés représentants légaux des victimes. Donc, si on a été autorisé à appeler des victimes à comparaître, elles comparaissent, en général en nombre extrêmement limité. Et puis, la défense présente son dossier. Donc, procureur, victime, défense. Toutes les audiences sont retransmises sur le site de la Cour. Et si vous suivez une audience, vous allez voir que par moment, ça peut rentrer en huis clos, c'est-à-dire que il y a essentiellement, au titre de mesures de protection, pour les témoins et évidemment ce qu'ils vont potentiellement dire et les personnes auxquelles ils vont se référer, plusieurs mesures de protection à l'égard de la défense et pour les témoins du procureur et à l'égard du procureur pour les témoins de la défense, mais c'est moins souvent dans ce sens-là, et puis vis-à-vis du public. Donc, une première mesure de protection, c'est que toutes les audiences sont transférées avec un délai de 30 minutes. Donc, ce que vous allez voir sur le site de la Cour, ça a eu lieu 30 minutes avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessairement
il est arrivé qu'évidemment, vous êtes en train d'interroger le témoin et puis vous dites monsieur un tel, et comme par hasard, monsieur un tel, son identité est cachée du public, donc il faut le temps d'expurger le passage, etc. Aucune des victimes n'est jamais désignée par son nom à l'égard du public, c'est des numéros. Et l'identité tant des témoins du procureur que des victimes va être divulguée un certain temps avant le témoignage, mais pas dès le moment où ces témoins sont retenus par le procureur. Nous, par exemple, les victimes, l'identité des victimes est tenue secrète à l'égard de la défense, sauf celles qui viennent déposer à notre initiative. Donc voilà, il y a toute une série de mesures, et alors si vous regardez les audiences, vous allez voir par moment éventuellement le visage qui est flouté, la voix qui est changée en fait. Donc il y a toute une série de mesures de protection pour éviter évidemment de mettre les témoins et les victimes en danger. Donc, ces témoins de fait, témoins de contexte. Alors, oui, alors, souvent, le procureur commence avec des témoins de contexte. C'est assez intéressant. C'est souvent des experts, des professeurs d'université, sur les contextes. Ce qui est quand même très, très nécessaire parce qu'on est souvent dans des dossiers dans lesquels, en fait, c'est extrêmement complexe. Vous avez plein d'intervenants, vous avez des groupes armés qui se multiplient avec une histoire, souvent, voilà, une longue histoire de conflits, d'intervenants et de régions, voilà, où on a besoin d'une mise en contexte et d'experts qui permettent de nous éclairer effectivement sur les tenants et les aboutissants du conflit, de la place des différentes milices, groupes armés, etc. Puis vous avez tous les experts, par exemple, sur les éléments balistiques. Alors le procureur a un expert qui revient, qui est souvent le même, qui va, par exemple, pour des témoins, expliquer comment les blessures qui ont été analysées sur tel témoin prouvent que c'est une balle qui a été tirée de tel angle, de telle circonstance, etc. Et puis vous avez les témoins de fait, donc vous avez ceux qui sont en mesure. Vous avez les victimes qui vont témoigner de ce qui s'est passé au moment des faits. Et puis, vous avez cette catégorie évidemment extrêmement intéressante des témoins, en tout cas du côté du procureur surtout, mais aussi du côté de la défense en réalité, qui sont les insiders, en fait, qui sont des témoins qui ont été proches des accusés, qui potentiellement, pour certains d'entre eux, ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre au crime dont on parle. Et dans ce cas-là, ils vont avoir un avocat qui va les représenter spécifiquement pour le témoignage, pour éviter qu'ils s'auto-incriminent. Et que si c'est le cas, il y a toute une série évidemment de protections qui existent dans le statut pour éviter que ces faits-là ne soient utilisés dans d'autres procédures. Et donc ça, ce sont les témoins qui auront eu l'occasion, évidemment, de donner un témoignage de l'intérieur sur l'accusé. Du côté de la défense, vous avez aussi ce type de témoin qui, évidemment, va apporter une vision distincte de celle qu'aura présentée le procureur sur la façon dont les éléments se sont passés, sur le rôle de l'accusé, sur son implication. Et donc, ce sont effectivement un peu les différentes catégories de témoins que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. J'aurais d'autres questions. Peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez parlé de la relation entre le procureur ou la défense et les victimes. Oui. C'est quoi quelle relation est-ce que la Cour en elle-même, dans la précédente entretien, avec les victimes comme participantes? Alors, donc, nous, comme les victimes, évidemment, on ne peut pas toutes les faire comparaître en audience, on ne peut pas les faire venir, on est vraiment le porte-voix des victimes. Après, d'un juge à l'autre, la relation vraiment des avocats avec la chambre est très fluctuante. Moi, je dois dire, dans Katanga, c'était extrêmement agréable parce qu'on avait le juge Cotte, un juge français, on avait deux autres juges, mais qui ont été tout à fait aussi réceptifs au rôle des représentants légaux, etc. Dans le dossier Alassane, on a un président congolais qui est aussi extrêmement réceptif, mais c'est vrai que parfois,
c'est compliqué. Par exemple, on a eu un certain nombre de situations dans lesquelles, donc vous avez, par exemple, le procureur amène ses témoins, il interroge ses témoins, et avant que la défense fasse le contre-interrogatoire, donc on est vraiment dans le système anglo-saxon, hein, c'est ce que vous voyez dans les films américains, c'est-à-dire que vous avez la partie qui amène son témoin, qui lui fait dire ce pourquoi le témoin est là et qui essaie de l'amener dans un raisonnement pour démontrer son... Et puis vous avez la partie adverse qui va essayer complètement de démonter le témoin, y compris en l'attaquant sur des éléments de crédibilité, en disant « ouais, vous dites ça, mais en fait, vous étiez là », ou « vous dites ça, mais vous avez des liens avec telle personne dont vous parlez », etc. Donc vraiment attaquer la crédibilité du témoin, et pas que les éléments sur lesquels il va témoigner. Et donc, il nous est arrivé, par exemple, quand le procureur appelle un témoin, on a le droit, en tant que représentant légaux des victimes, après, d'interroger le témoin du procureur, et puis c'est la défense a toujours le dernier mot. Et on a eu parfois des chambres qui, c'est-à-dire qu'on doit demander, alors c'est absurde, on doit demander l'autorisation à la chambre d'interroger le témoin et indiquer les thèmes sur lesquels on veut interroger le témoin. Mais ce qui est un peu absurde, parce qu'à la fin, on mettait des thèmes tellement larges, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Bon. Mais bon, c'est pas grave, ça a été construit comme ça dans la jurisprudence, c'est une façon pour les juges de continuer à contrôler un petit peu la place des victimes et la façon dont les victimes exercent leurs droits. Et parfois, on a des juges qui vont nous dire « oui, mais ça, vous avez déjà… » ou « ça suffit », ou qui nous empêchent, quand on a une réponse, d'aller un peu plus loin, de continuer à interroger le témoin en essayant d'aller un peu plus loin dans les réponses, en disant bah, « il nous semble que le témoin a déjà répondu », etc. Donc, ils font ça beaucoup plus librement avec nous qu'ils ne peuvent évidemment le faire avec la partie qui a posé le témoin, évidemment, ou en contre-interrogatoire. Donc, on a une espèce d'attitude des juges qui est très très libre pour nous limiter dans nos droits quand ils estiment que c'est bon, on a assez parlé. On a beaucoup moins de temps de parole pour les plaidoiries finales que la défense. Dans Alassane, par exemple, on a voulu appeler un témoin expert sur les violences sexuelles et plus spécifiquement la question des mariages forcés par les groupes djihadistes, parce qu'on estimait que c'était une question qui n'avait pas encore été abordée. Toute la question des violences sexuelles, elle est venue à la CPI par le dossier Bemba, elle a beaucoup été discutée. Et la question des mariages forcés dans le cadre de l'occupation des groupes djihadistes, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'était la première fois qu'on en parle à la CPI, on a voulu avoir un expert sur cette question. On a demandé à avoir 5-6 victimes des faits, et on a pu avoir en fait on a été autorisé à avoir que 2 victimes, dont une victime de mariage forcé, qui a passé 5 ans détenue dans une maison, puisque le dossier Alassane, c'est l'occupation par les djihadistes de Tombouctou en 2012-2013. Il y a un certain nombre de femmes qui ont été détenues dans des maisons où elles étaient mariées de force et esclaves sexuels. Donc on a pu avoir une victime de ces faits-là. Ça a été extrêmement fort comme témoignage. Vraiment. Elle a eu un enfant en plus de cette situation, etc. Et puis une victime plus du contexte de tout le travail des femmes dans son environnement. Et donc, on avait demandé cet expert, on avait demandé une série de victimes d'événements un peu plus spécifiques puissent venir témoigner. On a été hyper limité. Donc voilà, après, il y a un respect tout à fait mutuel, et quand on essaye un peu de forcer les choses, voilà, et qu'on louvoie un peu, parfois on essaie de trouver un moyen d'arriver quand même à nos fins. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette distinction qui est faite dans les magistrats à l'égard des représentants des avocats des victimes d'un côté, et puis les parties qui ont des droits beaucoup plus solidement établis dans les textes en tout cas, quoi. Donc, voilà. Timothée, tu veux... Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà. J'aurais plusieurs questions, mais je vais me retenir en regarder quelques-unes. Déjà, sur la question des appels pour la réparation des États membres du statut de Rome, est-ce qu'on a un exemple? Je ne sais pas, étant donné que c'est quand même très récent, les décisions par rapport à la réparation sont récentes. Est-ce qu'on a une idée des sommes, des montants qui peuvent parfois être donnés par les États membres en question, oui, pour imaginer ce que ça représente, 52 millions. Il va falloir qu'ils fassent des efforts. Oui. Dans Katanga, on a eu un gros montant. Alors, je ne peux plus vous dire. Je pense que c'était un montant qui couvrait les 250 pour toutes les victimes, du coup, qui a été donné directement, quasiment directement par les Pays-Bas, en fait.
Donc, et là, si vous regardez sur le site de la Cour, vous allez voir, je crois qu'il y a la Suisse où il y a un État qui a indiqué renouveler son soutien au fonds profit des victimes. On comprend par là que ça veut dire donner de l'argent. Ce qu'il y a, c'est que on a eu l'Assemblée des États parties en décembre dernier à New York, et qu'à ce moment-là, déjà, il y a un certain nombre d'États parce que l'accent a très très fort été mis sur le mandat du fonds, sur le besoin du fonds en source de financement. Il y a un certain nombre d'États qui ont donné déjà pas mal d'argent à ce moment-là. Mais donc, il va falloir attendre et voir un peu comment ça va se passer, voir s'il y a des États maintenant qui vont se manifester, effectivement, qui vont donner des montants. Et oui, on est parfois sur des dizaines de milliers d'euros qui sont donnés par certains États, mais c'est vrai que pour arriver à 59 millions... C'est une somme qui paraît immense. Bah, c'est immense, mais alors, ils ont fait le calcul, hein, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, donc c'est 37 millions, rien qu'avec les 750 pour chaque victime éligible. Donc déjà, rien que ça, si c'est la première phase, et si les instructions, c'est déjà de mettre en œuvre cette première phase, déjà, il va falloir trouver effectivement 37 millions assez rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, il y en a dans le chat que je peux... Moi, j'avais une question. Du coup, si je comprends bien, une fois qu'il y a une condamnation qui est faite, ça doit être... Enfin, la condamnation, elle est appliquée par les États membres, c'est ça? Elle doit être appliquée par les États membres? Alors, donc, vous avez une décision, c'est le système séparation, condamnation, peine. Donc, vous avez une décision sur la condamnation, après une décision sur la peine. Il y a une prison à La Haye, à Scheveningen, mais qui n'est pas pour la détention. C'est-à-dire que c'est juste pour la détention pendant le temps du procès. Et une fois qu'une personne est condamnée, qu'elle a eu la décision sur sa peine, elle va purger sa sentence dans un pays, dans un des pays membres au statut de Rome. Ça, du coup, forcément dans le pays duquel la personne est ressortissante, c'est ça? Non. Okay. Non, du tout. Et donc, par exemple, Nguyen, je crois qu'il est... Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est en Norvège ou en Suède, un des deux. Je ne sais plus. Donc, vous avez un certain nombre d'États qui acceptent de recevoir les condamnés sur leur territoire et qui vont purger. Ça fait partie justement de tous ces aspects coopération avec les États membres. Mais la prison à Scheveningen, qui est juste un peu plus au nord de la cour, pas très loin de la cour, en fait, n'est pas faite pour faire en sorte que les condamnés purgent leur peine à Scheveningen. Il y a un fonds, il y a des fonds qui sont alloués spécifiquement pour les pays qui acceptent de faire purger la peine. Alors, ça fait partie de la à mon avis, ça fait partie des contributions. Ouais. Il faudrait voir dans le statut ce qui est prévu, mais à mon avis, il n'y a pas quelque chose, mais je pense que ça fait partie des contributions. Ouais. Et avant de lire les questions de la salle, vous parliez du niveau de preuve pour la confirmation des charges. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quels sont ces niveaux de preuve? Est-ce que c'est au-delà du doute raisonnable et est-ce que c'est conviction claire et convaincante? Si vous pouvez concrètement un peu vous donner à comprendre ce que c'est, parce que ça paraît pas... le statut, parce que le mieux, c'est d'aller voir directement dans le statut, parce que vous avez les différents... Donc, au dernier stade, c'est au-delà de tout doute raisonnable. Ouais. C'est le niveau le plus fort qui est souvent pour les questions de responsabilité individuelle et pas de responsabilité. Donc la Cour pénale internationale ne statue que sur des responsabilités individuelles. Oui. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé dans le cadre de la question de la responsabilité sociale des entreprises aussi. Donc, la Cour ne condamne que des individus. Elle ne peut pas condamner des entités légales, des personnes morales ou des groupes. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, par exemple, dans Katanga, il y a des témoins qui disent oui, en fait, les armes, elles venaient de telle entité, y compris le gros groupe pétrolier
britannique. Bon, voilà. Et c'est vrai que ça pose évidemment toute la question de responsabilité d'un certain nombre d'entités. Et donc la Cour pénale internationale ne peut pas condamner de personnes. Et alors, importance de faire la distinction aussi avec la CIJ. Hein. Donc CIJ, différents entre États, d'accord, Cour internationale de justice, différents entre États, application des traités, un certain nombre de dossiers autour du monde du génocide, etc. Et donc compétences évidemment fondamentalement différentes de celles de la CPI. Qui ne concerne pas les différents entre États, mais qui vise vraiment la responsabilité pénale individuelle. On est vraiment dans du droit, on n'est pas dans du droit international public, on est dans du droit pénal international ou international pénal selon les écoles. Alors, je peux peut-être poser les questions en même temps que... Oui. Alors, une question... de Thierry Rupert Goualesso, de République centrafricaine. Première question, Bemba est acquitté. Pourquoi doit-on mettre en place un programme de réparation pour les victimes? Et il y a une autre question. L'année 2023, l'association du barreau américain, barreau de Centrafrique à Bangui, avait appuyé 2 projets de loi sur la protection des victimes et des témoins, ainsi que le cadre légal de la réparation pour les victimes. Avez-vous une idée de ces projets de loi? Donc la première, c'est celle-là. Pourquoi mettre en place un programme de réparation? Et puis la deuxième, la BA, 2 projets de loi sur la protection des victimes, notamment ainsi que le cadre légal de la réparation pour le projet. Et ça, c'est peut-être... Oui, à mon avis, c'est dans le cadre des chambres spéciales, des cours spéciales, des pénales spéciales. Donc, Bemba a été acquitté. Pourquoi mettre en place des réparations? Ben, précisément, il n'y a pas de réparation. Donc, ça, c'est la réponse est assez simple. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de réparation. Donc, voilà. C'est de l'assistance. Donc, c'est de l'assistance. Donc, ça veut pas, c'est pas parce qu'il a été acquitté qu'évidemment, les victimes n'ont pas la possibilité d'être soutenues par autre chose qu'un programme qui serait lié à une condamnation qui n'a pas eu lieu, par définition, puisqu'il a été acquitté. Et alors, les programmes de l'ABA, ça, à mon avis, mais peut-être que Magali connaît ça, elle nous a quittés. À mon avis, c'est dans le cadre de la Cour pénale spéciale. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, moi, quand je suis allée à Bangui, avec la Cour pénale spéciale, qui essaie de prendre des éléments de la CPI, notamment sur la protection des victimes et des témoins. Et ça, c'est évidemment extrêmement important dans le contexte de la RCA. C'est effectivement tous ces programmes de protection des victimes et des témoins. Mais ça, c'est vraiment lié à la procédure. C'est comment, pendant toute la durée de la procédure, vous protégez les victimes et les témoins, et les victimes, le cas échéant, pendant la phase de réparation. Alors, il y a les différents stades de preuve. Donc, si je voulais retrouver les dispositions exactes du statut, donc vous avez en fait le mandat d'arrêt, et puis avec l'ouverture des enquêtes, le mandat d'arrêt, et puis la confirmation des charges. Hein. Donc, motif raisonnable de croire. Alors, je retrouve les dispositions parce que j'ai un peu... Ça sera plus facile.
Voilà, motif raisonnable de croire, je suis. Donc, motif raisonnable de croire, c'est le 58. D'accord. Donc, 58, c'est délivrance par la chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparer. Et puis, vous avez confirmation des charges. Voilà. C'est à partir de l'article 61, confirmation des charges. Et là, c'est sur des motifs substantiels, je crois. Motif raisonnable, motif substantiel. Et le troisième, donc c'est au-delà de tout. Au-delà de tout motif raisonnable, et ça, c'est quoi ça? C'est 66, je sais pas. Et là, c'est la conviction claire et convaincante, c'est ça? Il y en a encore un, ça c'est Non. autre chose. Hein. Je me trompe. Ok, c'est pas très clair. C'est 66. Ben, en fait, c'est vraiment... C'est-à-dire que vous voyez des mandats d'arrêt qui se fondent sur... il y a des mandats d'arrêt qui se fondent sur des rapports d'ONG avec des interviews indirectes de témoins. Après, confirmation des charges, il faut quand même qu'on ait une ou deux dépositions de témoins en direct. D'accord? Mais vous pouvez avoir une confirmation des charges sans être passé par de l'audition de témoins. Et le procès, par contre, et ça c'est la grande différence avec notre formation de juriste romano-germanique, en tout cas en droit français, c'est que tout passe par l'oralité. En fait. Et donc, c'est pas ce qu'il y a dans le dossier, enfin, en partie, mais de façon très limitée. C'est vraiment ce que le témoin dit à l'audience. Et donc, c'est vraiment sur la... Comment dire? C'est sur... en fait, les termes, ils sont pas vraiment... C'est un peu sur la nature des preuves, quoi. Au premier stade, le proc, il va aller chercher des rapports d'ONG quand même assez détaillés, il va trouver des déclarations de témoins, le cas échéant, il va contacter ces témoins et pouvoir en avoir confirmation, mais on est vraiment sur de la preuve qui est presque documentaire, quoi, finalement. C'est vraiment des rapports. Bon. Et alors après, confirmation des charges, comme je disais, il faut quand même avoir des dépositions de témoins. Le procureur est quand même censé avoir approché un certain nombre de témoins qui peuvent quand même établir le cadre général et les crimes d'une façon quand même un tout petit peu... Et puis le procès, là, c'est un nombre de témoins qui peut s'élever à 30, 40. Tous ne comparaîtront pas. Donc un certain nombre va comparaître, confirmer de préférence les propos des dépositions qu'ils auront faites. Et puis un certain nombre de déclarations de témoins. Il y a une procédure qui est de plus en plus utilisée maintenant pour faire gagner du temps au procès. Avant, c'était très très limité, mais c'est de plus en plus accepté en plus grand nombre. C'est de faire passer les déclarations de témoins en preuve directement admises dans toute la masse de la preuve, à côté des déclarations faites en audience, en fait. Et là, il faut, il faut que les choses se recoupent, c'est-à-dire que vous allez avoir des décisions, c'est quand même des décisions de 500 pages qui disent tel fait apparaissent de tels témoins. Et alors, on a le repris du transcript, donc, du jour de l'audience où il a dit ceci, ceci, cela, c'est confirmé par tel témoin, donc c'est toute la question de la corroboration des preuves, donc il faut une corroboration des éléments. C'est confirmé par telle déposition qui a été déposée sous tel numéro, etc. Là, il faut vraiment une corroboration suffisamment solide, surtout sur tout ce qui touche à l'accusation, en fait, à l'accusé, en fait, à son rôle, en fait, à la responsabilité et la façon dont il est impliqué dans les événements, qui doit être quand même bien corroboré par une série de témoignages, quoi. D'accord. Il y a une question sur l'interprétariat. Donc, comment fonctionne l'interprétariat pendant la procédure? Les interprètes sont-ils tous assermentés? Jeanne. Oui, très intéressant, évidemment, comme question. Donc, il y a deux langues de travail qui sont le français et l'anglais. Ça veut dire en audience, les parties, les avocats parlent en français ou en anglais avec une traduction simultanée. Et alors, vous avez
le transcript, donc on est tous avec un ordinateur de cours, avec le transcript de l'audience. Donc tout ce qui se dit déroule automatiquement sur votre écran dans les deux langues, puisque vous avez donc ceux qui s'occupent du transcrit. Et puis alors l'interprétariat, vous avez à minima français-anglais, et puis vous avez potentiellement un certain nombre de langues additionnelles en fonction de la langue de l'accusé et en fonction de la langue des témoins. Par exemple, dans le dossier Hassan, on a l'interprétariat en Sanghaï, on a l'interprétation en arabe aussi, puisque l'accusé a demandé l'interprétation, etc. Avec alors oui, tous les interprètes sont assermentés, mais avec la difficulté qu'il y a des langues, et je sais que par exemple sur le Darfour, il y a eu des difficultés pour trouver des interprètes dans certaines langues hyper locales, quoi, pour certains témoins en fait. Avec évidemment une qualité de l'interprétariat qui est parfois problématique, avec des pertes, hein, même dans les langues, par exemple, on s'est rendu compte, on avait un témoin qui parlait des enfants, qui parlait de la population dans les camps, et nous, on essayait de démontrer en tant que représentants des enfants soldats que dans ce camp, il y avait des enfants. Et il parlait en swahili, et le traducteur n'a pas traduit le mot « enfant », et une des personnes de notre équipe qui a vécu en Tanzanie a entendu le mot « mtoto » qui veut dire « enfant ». En fait. Il nous a dit il a oublié de parler des enfants, mais c'était hyper important pour nous, évidemment. Donc à ce moment-là, on saisit le greffe, ça fait tout un ramdam, il faut arrêter le truc, faire des vérifications, transcripts, etc. Mais donc évidemment, et c'est important d'avoir idéalement dans l'équipe quelqu'un qui parle la langue des témoins ou de la majorité des témoins pour être sûr aussi que... Mais il y a des discussions, hein. Parfois il y a des transcripts qui sont... C'est-à-dire que, par exemple, dans Al-Hassan, parfois, la défense a fait la comparaison entre ce que l'accusé avait pu entendre et les transcripts. Il y avait des divergences. Entre le transcript français et anglais, on a vu des divergences aussi, parce que nous, on se reposait dans nos conclusions finales sur ce qu'avait dit un témoin selon le transcript français. En fait, en allant voir dans l'anglais, c'était pas du tout la même signification. Donc, effectivement, il faut toujours aller voir dans les deux langues, et on a parfois des choses quand même très importantes comme ça qui peuvent changer, donc c'est vraiment extrêmement important. En plus, le transcript, il se fait dans une des deux langues, c'est-à-dire c'est pas un transcript traduction. Il se fait dans chacune des deux langues. Mais alors, par exemple, si vous partez d'une langue locale, j'en sais rien, imagine le Sanghaï passe par le français et du français à l'anglais. Donc en plus, vous avez un double risque de perte. Et le transcrit, il se fait dans chacune des deux langues en parallèle. Et c'est pas informatisé, Alors, c'est informatisé, revu par l'humain. Et donc, vous avez un transcrit en temps réel, et puis vous avez une correction qui apparaît. Alors, à l'époque de Katanga, on l'avait le soir même. Maintenant, ça prend un peu plus de temps. Et donc, ce qui fait foi, c'est le transcrit corrigé. Donc, il est relu, effectivement, après tous les détails de procédure. Mais c'est largement machine, quoi, parce que ça déroule au fur et à mesure que les gens parlent. Alors, vous voyez parfois les corrections sur l'écran, et puis après, c'est relu, effectivement, sur base des bandes sonores, en fait. Hein, donc, les personnes le lisent. C'est un travail monumental, hein, c'est énormissime. Il y a encore une question donc, de Julia Toumba qui apparemment est déconnectée, mais je la pose quand même. Madame Goffin mentionnait que le travail auprès des victimes se faisait avant même le début de la procédure devant la CPI. Combien de temps avant la procédure s'effectue cette préparation et quelle forme prend-elle? Alors, c'est un peu lié à la façon dont les avocats sont désignés dans un dossier. Donc, quand vous avez une situation qui s'ouvre, par exemple, sur le Congo ou sur le Mali, avant même que vous ayez une identification d'affaires, c'est-à-dire par rapport à des événements très précis et un accusé, vous avez évidemment toute une activation d'un certain nombre d'ONG qui vont se manifester auprès des victimes de la situation, comme on a pu avoir dans l'Est du Congo. Vous avez toute une série de victimes, et pareil au Mali, qui travaillent toute une série d'ONG, qui travaillent aux côtés des victimes.
Elles vont suivre évidemment ce qui se passe devant la cour. Et quand on va s'ouvrir une affaire, elles vont pouvoir, elles, identifier un certain nombre de victimes qu'elles ont soutenues, qui manifestement se rapprochent, voilà, parce que elles savent que ces victimes-là ont été victimes de faits commis par l'accusé, etc., etc. Et la plupart de ces ONG, souvent, alors soit déjà travaillent avec des avocats, soit approchent des avocats qui sont déjà engagés, par exemple sur le Mali. Un des conseils principaux avec qui je travaille, c'est un avocat qui a été engagé sur des procédures nationales depuis des années avec des victimes qui après sont rentrées dans la procédure devant la CPI. Et sur le Mali toujours, j'ai été appelée avant même qu'il y ait ou au tout début du dossier Alassane, avant même que des avocats soient désignés par la Cour pour représenter les victimes, j'avais été appelée par ASF qui m'avait dit on a un certain nombre de victimes potentielles du dossier, est-ce que tu pourrais venir voir les formulaires pour voir si ça correspond bien au dossier, etc. Et nous aider à identifier les victimes du dossier Alassane. Donc ça, c'est vraiment au tout début, toute première phase, au moment où il y a un mandat d'arrêt, avec une définition claire des charges, éventuellement pendant le transfert de l'accusé, les premiers moments de détention de l'accusé à la cour une fois qu'il a été transféré, la comparution initiale, ce qu'on appelle la comparution initiale, qui est la première fois où l'accusé va apparaître en salle d'audience, on va lui demander s'il comprend l'objet des charges et s'il a des remarques à faire. Généralement, ils ont des remarques à faire sur les conditions du transfert. Et là, s'enclenche le processus de désignation des quelques avocats qui vont représenter toutes les victimes. Alors, c'est quelque chose de très, très complexe, qui est quelque chose qui vient du greffe, c'est-à-dire que le greffe va voir tous les formulaires de demande de participation qui auront été reçus par les victimes, par VPRS qui sera allé aussi sur le terrain, qui aura travaillé avec les ONG pour identifier les victimes, etc. Et dans tous les formulaires que les victimes auront déposés pour participer à la procédure devant la cour, elles peuvent désigner un avocat. Soit qu'elles le connaissent déjà, soit qu'elles vont dire, par exemple, le bureau du conseil public pour les victimes auprès de la cour, etc. Et donc le greffe va faire une proposition en disant « Je vois le nom de cet avocat qui apparaît dans un très grand nombre de formulaires de victimes, où je constate que pour telle communauté, elles sont en majorité représentées par cet avocat, ou bien j'arrive pas à identifier plus un avocat qu'un autre, et donc je proposerai tel avocat ou tel avocat. » Donc ça, c'est vraiment le greffe qui va venir avec une proposition. Mais ça veut dire qu'on peut intervenir comme avocat en soutien d'ONG, ne jamais être désigné de la même manière, mais ça c'est moins fréquent évidemment, qu'il y a des avocats qui n'ont pas beaucoup travaillé aux côtés des victimes et puis qui vont être désignés, mais ça c'est quand même moins fréquent. Et ça veut dire que par exemple dans Alassane, moi j'ai travaillé pour des ONG aux côtés des victimes pendant plus d'1 an avant de pouvoir intégrer l'équipe des 2 avocats congolais et maliens qui ont été désignés pour représenter ces victimes. Donc voilà, et tout ce travail préliminaire, il est évidemment super important parce que c'est comme ça qu'on identifie les victimes, qu'on identifie le dossier. Mais alors après, évidemment, la grosse frustration, c'est que les ONG sont éjectées du processus, là où en fait elles pourraient continuer à apporter beaucoup d'expertise, mais comme à partir de ce moment-là, tout ça devient hyper confidentiel, enfin devient confidentiel tout court, en fait les ONG n'ont plus la possibilité d'intervenir directement côté des victimes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'interviennent pas, notamment parce que, par exemple, pour intervenir sur le terrain, notre relais auprès des victimes, c'est les intermédiaires. Et beaucoup viennent d'ONG et ça sont des gens sans lesquels on ne pourrait pas faire notre travail, évidemment, parce que sans eux, on ne peut pas atteindre les victimes, les contacter quand on a besoin de les contacter, etc. Plus tout le travail de traduction aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez, vous avez dit que le système de il est informatisé, est-ce que vous savez depuis quand la CPI est informatisée? Ça a toujours été, en fait, c'est ce qu'on appelle une e-courte. Donc en fait, tout passe, tout est informatisé en fait. Donc en fait, on a accès à un dossier qui est avec un système de dépôt de, par exemple, quand on a des documents à déposer, c'est jamais en papier à un greffe comme vous allez faire quand vous êtes avocat. Tout passe par un système hyper complexe avec différentes plateformes.
avec des systèmes d'accès plus ou moins restreints selon la partie que vous représentez. Et elle a été montée comme ça, en fait. Avec potentiellement des petits soucis, parce que ça a été complètement hacké il y a 2 mois, et donc, ouais, catastrophe. Et donc, tous les emails bloqués, tous les systèmes, enfin, tout a été bloqué pendant un certain temps. Tout. Il y a eu un truc, c'était complètement... oui. Ouais. Il y a un stagiaire qui s'est fait passer, alors qui avait peut-être des racines brésiliennes, dont on a découvert qu'il était en fait russe, qui s'est fait engager à la cour il y a quelque temps. Donc, je ne sais pas, enfin, bon, voilà. Ben, c'est un peu, enfin, est-ce que c'est évitable? Non, évidemment que non. Enfin, je dis, c'est un peu, à partir du moment où vous avez un système qui est informatisé de bout en bout, c'est évident qu'à un moment, il va y avoir des attaques. Donc voilà, c'est très... Et voilà, ça veut dire qu'on a une adresse sur laquelle tout passe, qui est hyper sécurisée. Ça veut dire que si vous avez le malheur de perdre votre PC dans le train ou de l'oublier quelque part, comme ça m'est arrivé avec des informations sensibles, il faut le signaler tout de suite au greffe, quoi. Enfin voilà, ça veut dire qu'il y a toute une série de mesures évidemment hyper strictes, que tout est codé, qu'on a un système d'accès hyper codé. Mais enfin voilà, c'est normal. Hein, Et pour les enquêtes aussi, il y a des collaborations avec les gendarmeries ou les polices des États. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Aussi bien au stade de l'enquête qu'après. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors Bemba, il a été arrêté avec la collaboration de la Belgique, en fait. Bemba, il était en Belgique, il avait un mandat d'arrêt sur le dos, qui était resté, je pense, encore confidentiel à ce moment-là. Et la Belgique faisant partie des États qui ont toujours super bien collaboré avec la Cour. Il était, parce que Bemba, on a une communauté congolaise en Belgique assez importante. Bemba a une base à Bruxelles, une partie de sa famille il vit encore. Il s'y est rendu d'ailleurs pour des funérailles alors qu'il était en procès. Et donc il a été chopé par les autorités belges chez lui. Oui. Voilà. Oui. J'avais une question. Vous avez un peu mentionné votre travail d'information auprès des victimes, que je trouve très intéressant. Et vous avez dit également au début de votre présentation que l'information, c'était une forme de réparation. À quel point ce travail d'information-là, il est important dans votre travail d'avocate? Oui. Et est-ce que vous considérez que vous participez aussi du coup directement par ce travail d'information à la réparation des victimes? On essaye, mais par exemple, moi j'ai beaucoup entendu des victimes dire que vous avez transmis notre voix au juge. Parfois, ils nous envoient des lettres. Alors, c'est pas du tout pertinent par rapport à la procédure. Le chef de village va nous envoyer une lettre. On nous en parle de leurs préoccupations, du fait qu'un tel est décédé entre-temps. On va le transmettre au juge, par exemple, même si c'est pas du tout procédural ou pertinent, parce qu'on estime que c'est important. J'ai commencé dans le dossier Katanga, dans l'équipe qui représentait les enfants soldats, parce que dans le dossier Katanga, c'était une équipe sur un village, et donc c'était évidemment extrêmement intéressant sur l'aspect des victimes, puisque vous aviez les victimes qui habitaient le village qui avaient été attaquées, mais elles avaient été attaquées par une milice qui avait enrôlé de force, enfin 2 en l'occurrence, qui avait enrôlé de force des enfants soldats, mais ces enfants étaient les auteurs des crimes vis-à-vis des victimes de l'attaque sur le village, mais c'était aussi des victimes, en fait. Ils ont été reconnus par victimes parce qu'ils avaient été enrôlés de force avant 15 ans, avant d'avoir 15 ans. Donc, vous aviez 2 groupes de victimes avec des intérêts potentiellement contraires, hein, puisque les premiers avaient été les attaquants des deuxièmes. Mais donc, des questions hyper intéressantes qui sont posées, notamment quand on a estimé en tant qu'avocat d'un côté et de l'autre à prendre des positions conjointes sur certaines questions. Et c'est très intéressant parce qu'on a interrogé les victimes, groupe commun, comme on l'appelle, en leur disant, est-ce que vous avez une opposition à ce que
l'avocat des victimes enfants soldats se joignent à notre requête pour ça et ça. Et la réponse générale a été de dire non, ce sont des victimes aussi. Donc ça, c'était assez chouette en termes de réconciliation aussi, tout ça. Mais donc, moi j'ai commencé dans l'équipe qui représentait les enfants soldats et Katanga, alors c'était un dossier Katanga de Gujolo. Gujolo a été acquitté, mais Katanga, par exemple, sur le crime d'utilisation d'enfants soldats, il a été acquitté de ce crime-là. Donc il a été acquitté de ce crime-là et du crime lié aux violences sexuelles. Il a été condamné pour meurtre, attaque contre la population civile. Donc on est retourné voir nos clients à l'époque, qui étaient d'anciens enfants soldats devenus entre-temps adultes, mais restés en fait à l'état d'enfants en fait dans leur tête, enfin très vraiment compliqué, vraiment super compliqué. Et on leur a dit on est désolé, il a été condamné, mais pas sur l'utilisation d'enfants soldats, donc vous n'aurez pas de réparation. Et en fait, ils nous ont dit, mais vous avez porté notre voix au juge, en fait. Et pour nous, c'est déjà énormissime. Alors, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction en tant qu'avocat quand on vient avec l'idée de se dire, mon Dieu, il va falloir que j'explique qu'il n'y a pas de réparation. On les a emmenés dans ce bateau pour leur dire que finalement, il faut en descendre. Et d'entendre ça, c'était quand même voilà. Et là, on se dit, il y a quand même un petit début. Après, c'est frustration absolue parce que ces gamins sont laissés dans le vide, que derrière, il n'y a aucun programme d'assistance, qu'en fait, ils sortent un peu de tous les... Le propre des anciens enfants soldats, c'est que c'est très difficile de les garder une fois qu'on les a chopés dans des programmes de soutien et d'assistance, parce qu'ils ont tendance à très vite décrocher, quoi, pour plein de raisons liées à leur passé, à leur vécu. Mais donc, cette histoire d'information, et alors je ne peux pas en parler, mais bon, peut-être à une autre occasion, il y a des trucs qui sont en train de se faire dans le dossier Katanga, qui, à mon avis, sont vraiment l'aboutissement de cette relation, en fait, juge-victime. Et par exemple, dans Katanga, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé... C'est le seul cas où les juges ont reconnu pour chacune des victimes le préjudice subi. C'est-à-dire qu'il y a une annexe à l'ordonnance de réparation où ils ont dit victime un tel a subi le préjudice de ceci, cela lors de l'attaque, sa maison détruite ou son frère massacré, etc. Pour chacune des victimes, le juge français Perrin de Bréchambault a fait ce travail avec une volée de stagiaires qu'il a engagé pour les besoins de la cause. C'était vraiment génial, enfin, un travail fantastique. Et on est allé auprès de chacune des victimes avec l'extrait de l'annexe qui mentionne leur numéro et la reconnaissance expresse de leur préjudice, de ce qu'ils ont subi en fait par le juge. Donc ils ont vu la reconnaissance par le juge de ce qu'ils ont vécu et du traumatisme et du dommage qu'ils ont subi. C'est le seul cas, parce qu'avec des milliers de victimes, aucun juge n'a fait ces démarches. Mais rien que ça, c'était voilà. Et on est revenu avec nos petits papiers et à chacune des 200 et quelques victimes qu'on représentait, on leur a donné un extrait de l'annexe. Et en fait, ils visualisent, ils se disent, les juges à l'autre bout du monde, dans la salle d'audience à La Haye, ont lu mon histoire, quoi. Et pour eux, c'est quand même un truc complètement... c'est l'abstrait complet qui tout à coup prend une forme concrète, quoi. Donc, je pense que c'est une façon quand même d'arriver un tout petit peu à une forme de réparation parmi tant d'autres, parce qu'en fait, c'est multiple. Est-ce que c'est ce que vous appelleriez l'effet cathartique de la justice? C'est pas, c'est vraiment très compliqué. Je trouve que là, maintenant, en plus, avec tout ce qui se passe, on est un peu à un moment clé sur le rôle de la justice dans les conflits, sur le moment auquel la justice doit intervenir, sur ce qui se passe quand des réparations arrivent 5 ans après l'ordonnance de réparation, 20 ans après les faits. En fait, c'est difficile de continuer à avoir même une logique ou une cohérence. Ça devient très compliqué. Et par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, je me suis vraiment posé la question du sens de la justice, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi à la CPI. On se dit que la justice a un sens. Est-ce que moi, je vais commencer à essayer de travailler sur des dossiers de justice compte tenu de de la situation. Mais oui, ça a un sens parce qu'à un moment, et de nouveau, complémentarité, il y aura des procédures, j'espère, nationales aussi larges que possible et qui couvrent tous les côtés possibles et imaginables et tous les aspects possibles et imaginables du conflit. Mais je trouve que
ça devient à un moment difficile de trouver une espèce de ligne comme ça, alors, oui, et en fait, l'autre chose, c'est que au plus le temps passe, au plus j'ai du mal aussi à établir des choses qui peuvent apparaître comme des généralités. Parce que, en fait, les victimes vont vous dire, OK, comme communauté, on a vécu ça. Comme communauté, habitants du village de Bogoro, on l'a vécu l'attaque. Mais en fait, moi, j'ai pas vécu, même sur le même crime, je l'ai pas vécu comme l'ont vécu mes voisins. Et donc, en fait, et cet aspect-là aussi de la voix individuelle dans la communauté, elle est extrêmement importante. Elle est difficile sur des crimes de masse. Parce que, de nouveau, et la décision Ongwen, c'est la preuve, c'est une réparation de la communauté. Mais la voix individuelle des victimes, elle doit pouvoir être entendue aussi. C'est très, très important parce qu'elle ne se limite pas à une communauté. Et qu'elles vont vivre les choses très différemment. Et à Bunia, par exemple, sur le dossier Katanga, il y a plein de conflits. Il y a des victimes, elles entendent un bruit de porte qui claque. Elles s'imaginent qu'il y a de nouveau toute une attaque. Elles vont se mettre dans un état de panique qui va faire revenir tous les traumatismes. Il y en a une autre qui, au contraire, va passer à travers alors qu'elles auront vécu la même chose. Et donc, c'est très compliqué de fonctionner avec des généralités. En fait, on est obligé de le faire, on est obligé de prendre en compte l'aspect communautaire, mais il ne faut surtout pas perdre l'aspect individuel. Merci beaucoup, il faut qu'on arrête. Ah oui, là. On va être mis à la porte. Merci infiniment pour votre intervention. C'est passionnant. Donc, on se retrouve le 24, alors dans un mois avec les vacances. C'est Timothée qui parlera de... C'est quoi son titre ? Sur les procès de génocidaires